Pour les 30 ans du parc, les visiteurs de Disneyland Paris ont reçu un magnifique cadeau, la réouverture du château de la Belle au Bois dormant après 11 mois de travaux. Je crois que ça a vraiment été une très bonne surprise. Sincèrement, c'est vraiment le château le plus parfait qu'on puisse imaginer pour un parc Disney. C'est une très grande réussite. Une prouesse réalisée grâce à la collaboration de toutes les équipes du parc pendant près d'1 an. Il y avait 2 années de préparation. Nos équipes de construction ont fait un travail formidable, un travail très complexe pour organiser et réaliser ces travaux. Il y avait des grues, il y avait du personnel avec des tentes, il y avait des outils machines, il y avait plein de choses qui étaient placées à l'intérieur du parc. Une rénovation inédite pour ce colosse de 45 mètres de haut depuis l'ouverture du parc en 1992. La rénovation qui a duré quasiment toute l'année 2021 est la plus importante que Disney a entreprise depuis la construction du parc. Il fallait que tout ce qu'on faisait était aussi beau, sinon plus, de ce qui était déjà sur place. Ce ravalement intégral, qui a nécessité pas moins de 50 000 heures de travail, est celui de tous les records. Près de 20 000 ardoises créées sur mesure. 200 tonnes d'échafaudage. Plus de 40 000 feuilles d'or, toutes posées à la main. Une quinzaine de bâches pour permettre l'illusion d'optique du château. Et des milliers d'ouvriers issus de tous les corps de métier. Du jamais vu dans l'histoire de Disney. C'était un chantier énorme. Le château a été entièrement peint à la main. Il y a les couleurs de base, des patines, c'est un travail énorme. On a refait des peintures à l'intérieur, dans les couloirs, dans les murs, dans les plafonds. C'est des patines, c'est des dégradés des couleurs. Il y avait plus de 1000 litres de peinture qui ont été appliqués par des artistes. On peut dire que le château a bénéficié à peu près des mêmes soins que n'importe quel monument historique, si ce n'est plus. Donc ce qui s'est passé, et c'est la première fois que c'est arrivé dans l'histoire de Disneyland Paris, ils ont fait appel à une société qui travaille pour les monuments historiques, ça prouve bien que le château a acquis un certain statut, pour faire la transformation profonde, changer les structures, changer les toitures, faire en sorte que toute cette nouvelle infrastructure soit solide et puisse résister déjà pour le temps, mais aussi aux futurs spectacles qui vont s'enchaîner, parce que le château en a bien besoin. 9 entreprises françaises ont alors été mobilisées pour mener à bien cette restauration. Et parmi elles, certaines se sont même illustrées lors de la rénovation d'édifices comme la cathédrale Notre-Dame de Paris ou encore le Panthéon. On avait vraiment des gens qui travaillent que avec des monuments historiques, donc vraiment des artisans. Il y a parmi des meilleurs ouvriers de France, enfin vraiment de très grande qualité. Si la restauration du château de la Belle au Bois dormant a été un véritable défi, notamment au niveau de ses tours, rien n'est trop beau pour lui. Choyé comme un monument historique depuis 30 ans, il fait la fierté de tous ceux qui lui ont permis de retrouver ses lettres de noblesse. On est très fiers de notre château. On trouve qu'il est très beau, le plus beau des châteaux. Je découvre tout le temps des détails que je n'avais pas vus auparavant parce qu'il y a un niveau de détail extraordinaire. Et je pense que nos visiteurs, ils ressentent ça aussi. Bien plus qu'un édifice sorti d'un conte de fées, le château est l'épicentre du parc, et de tous les parcs Disney en général. Il y occupe une place de premier plan. Le château, dans un parc Disney, c'est le point stratégique numéro 1. On dit que dans tous ces lieux, dans tous ces espaces qui attirent du public, il faut toujours un centre. Le château joue ce rôle de centre. Quand on crée une ville, qu'est-ce qu'on met au milieu de la ville? On met aujourd'hui une mairie. À l'époque, on mettait
un château. Il joue un rôle assez important en matière de régulation des flux et aussi en matière de navigation, puisque c'est une icône visuelle qui est visible de toutes parts dans le parc, si bien qu'on n'est jamais perdu, on sait toujours se repérer vis-à-vis du château. Si le château se dresse fièrement au centre du parc, c'est parce qu'il est aussi le point de convergence des 5 landes, ces univers imaginaires que comprend le parc. Lorsque Walt Disney et ses équipes ont commencé à élaborer les premiers plans de Disneyland en Californie, le fait de mettre le château à l'avant n'était pas une évidence. Mais ils ont très vite compris que mettre le château au milieu du parc était aussi un excellent moyen pour que les gens approchent, arrivent à Central Plaza, donc la place centrale, et qu'ensuite, une fois leur photo prise, soit traversent le château pour entrer dans Fantasyland, soit tournent à gauche, tournent à droite pour aller dans les autres landes. C'était un moyen pour eux de faire un stop, puis ensuite de tourner dans toutes les directions. Et là s'offrent toutes les possibilités autour de Central Plaza, donc la place centrale, qu'on appelle un hub, au même titre que des gares de connexion, ce sont des hubs de connexion. C'est le même procédé. Et c'est inspiré de la place de l'Étoile à Paris, en fait. Quand ils ont conçu le premier Disneyland en Californie, ils sont inspirés de Paris. À la manière d'un rond-point, le château permet au public de prendre connaissance de toutes les options qui s'offrent à lui. D'un seul coup d'œil, et à partir d'un seul et même lieu, le public peut prendre connaissance des diverses contrées et des directions à emprunter. Au gré de leurs envies, les visiteurs peuvent alors se promener et se divertir dans les 5 zones thématiques réparties sur l'ensemble du parc. Main Street USA, Fantasyland, Adventureland, Discoveryland et Frontierland. Le fait de diviser le parc en différents lands, c'était à l'origine pour les fondateurs du parc l'idée de proposer à toute la famille des territoires qui correspondent à des paysages, à des territoires différents de l'imagination Disney. On a Main Street quand on rentre, donc cette rue principale qui est très inspirée années 1900, qui est un fantasme de la vie de Marceline de Disney quand il était enfant. Et une fois qu'on arrive sur Central Plaza, on a le choix entre 4 possibilités, c'est-à-dire revivre l'histoire américaine avec le Far West, dont les pionniers américains, la course après les pépites d'or. Autrement dit, Frontierland, où les visiteurs peuvent profiter d'attractions emblématiques comme le train de la mine ou encore le manoir hanté. Après Frontierland, on a ce qu'on appelle Adventureland, donc on est toujours plus ou moins dans l'exploration. La mer avec les Caraïbes et les fameux pirates, tout en ayant une dimension un peu fantasy, parce qu'on a un rappel avec Peter Pan. Ça fait parfaitement le lien avec Fantasyland à côté, dont la première attraction quand on rentre, c'est Peter Pan justement, où là on a la retranscription sous forme d'attraction des grands classiques Disney, donc Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio. À Disneyland Paris, on retrouve quelques attractions classiques des parcs Disney des États-Unis. Et ce qui est très intéressant, ce sont des attractions qui, pour la plupart, existent depuis les années 60. Avec la fameuse musique entêtante que tout le monde connaît, évidemment. Et un dernier qui est thématisé sur le futur et les technologies de demain, qui s'appelle Tomorrowland. Mais ça, c'est uniquement aux États-Unis, puisque nous, en France, nous avons une variante un peu particulière qui s'appelle Discoveryland. Et là, vraiment le coup de génie des Imagineers, c'est de faire Discoveryland, c'est-à-dire comment dans le passé, on a imaginé notre futur. Finalement, c'est l'avenir vu par les visionnaires. Et donc, c'était H.G. Wells, c'était Jules Verne. Et les visiteurs peuvent d'ailleurs découvrir le fameux sous-marin du capitaine Nemo, imaginé par l'auteur de 20 000 lieues sous les mers, à travers l'attraction Les Mystères du Nautilus. Mais l'attraction phare de Discoveryland, c'est bien sûr Space Mountain.
Quand on tombe sur la version de Space Mountain française, avec ce canon, avec ces engrenages, avec cette vapeur un petit peu partout, comme si l'attraction était sortie de terre, puisque dans le livre de Jules Verne, le canon, normalement, il est dans un volcan. Là, le canon repose finalement sur une montagne qui a été recouverte et possède tout un décorum complètement intemporel. Et ils ont réussi leur pari finalement à, du coup, rendre hommage à la culture française.